Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Ça y est, l'équipe de France est officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 et pour l'occasion, on va retrouver notre envoyé spécial, un dispositif un peu inédit pour le FC Stream Team puisque Martin Mosnier est en direct du Parc des Princes. Salut Martin, comment ça va? J'ai l'impression que tu imites Nelson Montfort là. Oui, Cyril, oui, tout à fait. Je suis au Parc des Princes à des milliards de kilomètres d'ici les Moulineaux, du studio des les Moulineaux. Un déplacement assez incroyable, hyper dépaysant, effectivement. C'est une folie, je découvre. Là, je découvre, c'est assez exceptionnel, Cyril, effectivement. Alors, excuse-moi, il y a un tout petit décalage. Hein, ça doit être la distance. Ça doit être la distance, puisque ici, les Moulineaux, là, vous devez être exactement, je pense, à 20 minutes à pied par là. Donc effectivement, grosse distance. Là, c'est un vrai reportage, oui. Ouais, en tout cas, on a des moyens pour envoyer des envoyés spéciaux aux quatre coins du monde, dont à 20 minutes Aux quatre coins de Paris. d'ici les Moulineaux. Voilà. Comment ça va, Martin? Comment était cette soirée française? Elle était lourde, elle était chargée, effectivement, puisque on commémorait les 10 ans du 13 novembre 2015. Il y a eu une magnifique minute de silence. C'était très rare d'assister à une minute de silence aussi respectée, aussi chargée, une belle Marseillaise. Donc, non, c'était quand même beau. Tu vois, le contexte était chargé, mais j'ai trouvé qu'on avait vécu des beaux moments. Au-delà du match, puisque Kylian Mbappé l'a dit, c'est pas vraiment le match était l'élément subsidiaire quasiment de cette journée. Mais voilà, je trouve que les choses se sont bien enchaînées et je trouve que c'était bien à la hauteur de ce dont on devait se souvenir. Voilà. Il y a un reportage d'ailleurs qui est en ligne sur eurosport.fr réalisé par Martin. On vous conseille d'aller lire ça. Le match. Ouais, moi aussi je vous conseille parce que c'est bien écrit, tout simplement. Parce que les gens. Simplement. Ouais, parce que les gens. Je vois que Non, mais les gens pensent que je ne suis qu'un physique. Mais non, je ne suis pas qu'un physique. Je suis aussi une plume. Donc à un moment, je vous conseille à un moment d'aller lire des articles parce que vous vous nourrirez intellectuellement. Voilà, là vous nourrissez, c'est agréable, mais il y a du fond derrière. Bon, écoute, on va juger ça tout de suite, Martin, puisque on va avoir besoin de ton fond justement pour débriefer ce France-Ukraine. Ce sera le premier sujet de ce FC Stream Team. Essayer de voir un petit peu globalement ce qui a marché sur ce match, plus globalement aussi sur ces éliminatoires, évoquer certains cas personnels. Avant de passer au deuxième sujet et d'évoquer un joueur qui jouait gros, Martin, et qui est un petit peu passé à côté, c'est Ryan Cherki. Ouais, parce que Cherki, c'était la curiosité aussi quand même de ce match face à l'Ukraine, parce qu'on avait envie de voir. Et ben voilà, on parlera de lui dans le deuxième sujet, mais petit spoiler, ça s'est pas très bien passé pour Cherki. Et puis on se projettera, évidemment, puisque maintenant que les Bleus ont leur ticket pour le mondial, on va essayer de les placer sur l'échelle mondiale. Est-ce que les Bleus sont favoris de cette Coupe du Monde 2026? Ça, c'est les petits sujets qu'on aime bien, ça. Mais voilà, ça, c'est les trucs qui sont un petit peu spicy, où on ne va pas forcément être toujours d'accord, mais petit spoiler là aussi, a priori, la France est plutôt bien placée à la course des petits chevaux. A priori, on devrait la gagner encore, celle-ci. Mais bon, voilà, c'est dans quelques mois. Mais moi, je vous le dis, parce que comme ça, on pourra ressortir la vidéo. En juillet, elle est pour nous. Voilà, victoire 2-0 en finale contre le Portugal, 2-0. Voilà, un but d'Ekitike en sortie de banc et un but d'Mbappé. Voilà, je vous l'ai dit. Voilà. C'est même pas la peine de la regarder, la Coupe du Monde. 2-0, on la gagne. Troisième étoile, bim bam. Allez, réglé, on passe à autre chose. Que les dieux du football t'entendent, Martin. On vous rappelle que le FC Stream Team est disponible tous les vendredis sur la page YouTube d'Eurosport. Abonnez-vous, commentez, ça nous permet aussi d'avoir des retours sur la façon dont je dis quelque chose à ce sujet, juste Cyril. Il y avait un super commentaire la semaine dernière qui demandait si j'étais un voleur parce que j'avais volé le nez de Cyrano de Bergerac. Donc je remercierai cet internaute qui a remarqué ma particularité physique, effectivement. Voilà, le profil, il n'est pas dément, mais très sympathique en tout cas, très sympathique. Mais il avait dû voir le quiz de Quentin Guichard, a priori, sur les nez du football, dans lequel exactement. Mais on vous lit, en tout cas on vous lit. Hein. Ouais. Exactement. Martin, je te propose de rentrer dans le vif du sujet et donc de revenir sur cette victoire de l'équipe de France 4-0 face à l'Ukraine. Ça n'a pas été brillant tout de suite, parce que les Bleus, pendant 45 minutes, ont été un petit peu ronronnants, on va dire, mais
le but de Mbappé sur penalty a débloqué beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu retiens déjà de cette victoire? Je vais retenir le verre à moitié plein, la seconde période, qui est quand même pleine, qui est intéressante, qui est pleine d'enseignements pour le coup. La première aussi, parce qu'on s'est rendu compte que cette animation avec peut-être des profils de joueurs qui étaient trop proches, ça fonctionnait mal. Après, effectivement, il y a aussi une conjonction d'événements en seconde période, c'est-à-dire à la fois la rentrée de joueurs qui ont fait des différences, je pense à Hugo Ekitike, mais aussi une Ukraine qui est un peu émoussée physiquement, forcément, et le fait qu'au lycée prenne l'axe, ça a quand même changé pas mal de choses. Et ça nous dit en creux aussi ce qui s'est passé sur ces qualifs, avec l'émergence depuis, je dirais sur cette année 2025 quand même, d'au Ouais, lycée, avec des hauts et avec des bas. On se souvient que le mois dernier, ça s'était passé quand même très moyennement. ouais. Mais on voit que quand il est dans l'axe, quand il prend le jeu à son compte, je pense à 4 ballons de but qu'il a offert quand même dans les 30 dernières minutes, au pénalty qu'il provoque et au but qu'il marque. Ça commence à faire beaucoup et je vois mal aujourd'hui comment la France pourrait se passer de lui aux États-Unis dans ce rôle axial quand même où Ouais. il semblerait que, alors qu'au Bayern il est très très fort à droite, mais dans ce rôle axial, en équipe de France en tout cas, c'est là où il a marqué des points et c'est là où Didier Deschamps l'a le plus installé. Donc, ce système tient aussi par sa présence dans l'axe. Donc, on sait que tout pourra changer en Coupe du Monde et peut-être que Didier Deschamps foutra Rabiot à gauche ou d'autres choses comme ça. Mais si moi je dois retenir un point saillant de cette campagne de qualification et de cette année 2025, c'est quand même l'émergence de lycée et ce qu'on a vu en seconde période, voilà, le matérialise complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. À la sortie de l'Euro 2024, même si leur influence avait déjà largement baissé, on s'était posé la question de savoir qui remplacerait Griezmann, qui remplacerait Giroud. Olysée, sans faire du Griezmann, a fait des choses qui ressemblent à ce que pouvait faire Antoine Griezmann dans l'animation, dans le fait de faire vivre cette équipe de France offensivement. Et effectivement, je pense que ce qui parle le plus, c'est ce changement et cette sortie de Ryan Cherki et ce repositionnement d'Olysée dans l'axe. À mon sens, il faudra lui donner les clés du jeu parce que il a et l'intelligence tactique de pouvoir jouer en transition et la capacité technique pour la garder et pour être un danger entre les lignes. Donc c'est un joueur qui a un profil très rare qu'il faut savoir valoriser. Il y a une bonne entente a priori avec Mbappé, donc je suis assez d'accord avec toi. C'est le gros enseignement de cette campagne en général. Pour ce qui est de ce soir, moi, Martin, j'aimerais bien qu'on parle d'un homme qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Didier Deschamps nous avait promis qu'il était revenu au plus haut niveau. C'était difficile de le croire Ouais, sur parole, étant donné qu'il évolue en Arabie Saoudite. Mais quand on voit le match d'N'Golo Kanté, c'est le Kanté Prime de 2016, là, quasiment. c'est Kanté Prime 2016-2018. Hein. On a revu des bribes. J'ai eu l'impression d'avoir 8 ans de moins là, à le voir aux quatre coins du terrain, à le voir faire cette passe décisive aussi hein, Ouais, pour lycée, alors qu'il récupère le ballon sur la même action. Et à un moment, il y a une action assez significative où effectivement, il récupère le ballon dans son plus pur style, c'est-à-dire en se collant à son adversaire, en récupérant le ballon entre les jambes. Mais c'est la première action qui a soulevé le stade. Tu as l'impression que tout le monde s'est dit putain, voilà, il est de retour parmi nous, Kanté, ça fait vraiment plaisir. Et donc, il faut tirer son chapeau à Didier Deschamps qui lui a fait confiance. Après, est-ce que si Chouameni avait été là, est-ce qu'on aurait eu le droit à Kanté? C'est des questions qu'on peut se poser. Mais dans cet état de forme-là et avec ce qu'il montre, franchement, je ne vois pas comment on peut s'en passer à la Coupe du Monde. Il faut rappeler quand même que déjà, son Euro ouais, 2024 avait été ouais, très ouais. bon à Kanté. Ça avait été, enfin très bon. Oui, si, il avait très très bien démarré en tout cas. Et c'était un des rares sur lesquels on pouvait se dire qu'il avait réussi son mois de compétition. Donc c'est pas parce qu'il est en Arabie Saoudite, c'est pas parce qu'il joue très loin, loin de la Ligue des Champions, qu'il est pas compétitif. Quand il nous l'a prouvé ce soir, dans peut-être le match le plus compliqué de ces éliminatoires, en tout cas face à l'adversaire qui potentiellement devait causer le plus de problèmes à l'équipe de France. Donc franchement, pour moi, il a gagné son billet. Voyons ce qui va se passer Ouais. jusqu'au mois de juin, mais je vois pas comment Deschamps peut s'en passer dans le groupe et quasiment aussi dans le 11, puisqu'on est dans un secteur qui se cherche des titulaires, qui se cherche des valeurs sûres. Pogba n'est plus là. Donc très franchement, c'est peut-être la meilleure nouvelle de la soirée. Franchement, Ouais. c'est sans doute la meilleure nouvelle de la soirée. Moi, j'insisterai sur ce Kanté dans ce système-là, dans cette espèce de Oui, 4-2-3-1 où en fait, ouais, il a à la fois la sûreté d'avoir
quelqu'un qui a de l'impact physique à ses côtés, que ce soit Tchouaméni ou Koné ce soir. Il a devant lui quelqu'un qui sait faire des choses qu'il ne saura jamais faire. Et on avait vu parfois en 2024, on était un peu frustré de se dire que c'était presque lui le milieu le plus offensif de cette équipe de France-là. Là, quand il est dans ce rôle un peu hybride où il a juste à lâcher les jambes, aller gratter des ballons et même faire des appels devant et créer des espaces, en fait, il est ultra précieux. Donc, si d'aventure les Bleus se présentent à la Coupe du Monde dans ce schéma de 4-2-3-1, Kanté, il aurait une vraie carte à jouer parce qu'il apporte beaucoup de choses. Son volume de course, il est toujours aussi phénoménal. Et puis, il y a quelque chose qui est cher quand même à Didier Deschamps, l'expérience des grands rendez-vous. Voilà, quand on voit un Manu Koné aujourd'hui qui est ultra prometteur, il a moins de vécu. Même un Aurélien Tchouaméni, il était là en 2022 certes, mais il n'était pas là en 2018, il n'était pas là en 2016. Kanté, quand on connaît l'importance que donne Deschamps à l'expérience et à la gestion des temps forts, temps faibles, il maîtrise ça. Et dans une équipe de France qui est finalement encore un peu jeune, ça peut être aussi quelque chose de très bon pour cette équipe de France. Ouais, et puis moi, je considère que ce milieu de terrain, c'est aujourd'hui peut-être le secteur qui est le plus en chantier de cette équipe de France. Ouais. Tu regardes derrière, les 5 qu'il y avait, c'est les 5 qui débuteront, sauf accident, la Coupe du Monde. Je pense que Digne, là, il a gagné ses galons. Aujourd'hui, il fait un match très solide d'ailleurs, mais même au-delà de ça, sur cette campagne de qualif, je pense qu'il met une douille à Théo Hernandez. Pour le coup, donc je pense que les 5 de derrière, on les connaît. Peut-être Saliba Konaté en fonction de ce qui se passe d'ici la fin de saison, mais voilà. Devant, pour le coup, alors on connaît moins le casting, mais c'est peut-être parce qu'il y a tellement de joueurs, tellement de profils qu'on peut faire plein de combinaisons différentes. Mais enfin bon, tu as quand même un ballon d'or, tu as peut-être le meilleur attaquant du monde aujourd'hui avec Mbappé. Et puis à côté, tu as Olysée, je pense, qui sera au casting aussi. Et ce milieu de terrain, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce que Tchouaméni a eu des hauts débats, mais je pense qu'aujourd'hui, il est quand même vice-capitaine. Il a quand même il a quand même une stature dans cette équipe de France. Et Kanté, il a un peu complété le puzzle. Koné, c'est aussi un des enseignements quand même de ces qualifications. Très impactant. Une des révélations. Voilà. Ouais, c'est une des révélations, voire même la révélation, celui qu'on n'attendait pas. Donc effectivement, mais est-ce que tu vas démarrer une Coupe du Monde avec Koné? C'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que tu vas démarrer une Coupe du Monde avec Kanté? La question, ce Kanté-là en tout cas, la question, tu te la poses un peu moins. Donc c'est intéressant toutes ces réponses qu'a Didier Deschamps. Il y a un nom qu'on n'a même pas cité au milieu de terrain, c'est Rabiot qui y sera aussi. Mais pour l'instant, t'as raison. Oui, bien sûr, Rabiot, bien sûr. Mais Rabiot, attends, moi, je te le dis, Cyril Rabiot. Je te le dis. Hein. Je sais ta théorie, je connais ta théorie. Je le sens, le truc qui arrive. Rabiot 2026 égale Matuidi 2018. Exactement. À un moment, Barcola, Deschamps, il va dire merci beaucoup pour le service rendu à la nation. En revanche, la Coupe du Monde, tu vas la démarrer tranquillement sur le banc parce que j'ai un déménageur que je veux foutre sur le côté gauche. Et puis après, tu bascules en 4-3-3 quand tu n'as plus le ballon. On la connaît, on le connaît, Didier Deschamps. Donc, c'est pas. Moi, je vous dis que Rabiot, d'une façon ou d'une autre, il démarrera la Coupe du Monde. On lui fera une place. Volontairement, Martin, on ne va pas parler de Ryan Cherki tout de suite. En revanche, un dernier petit mot, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau chez les Bleus. C'est quand même un banc impactant. Hugo Ekitike qui a fait une entrée tonitruante, auteur de son premier but en sélection après une action qu'il initie quasiment tout seul. Akliouche qui a été dans le ton, il lui manque la finition sur une de ses occasions, mais il a bien combiné techniquement avec Olise et il a créé des situations. Voilà, il y a des joueurs qui, en sortie de banc, ont marqué aussi un peu de points, et un Ekitike notamment quand on sait la concurrence qu'il peut y avoir devant, débloquer son compteur but en bleu, c'est pas anodin, et quand on montre des choses comme ça, ça peut être intéressant. Ekitike, en 30 minutes, il a montré plus que Marcus Thuram en 854 sélections, hein, si on est tout à fait honnête. Non, je suis dur avec Marcus Thuram, mais ça fait du bien d'avoir des... On en parlait là avec les confrères, c'est vrai que ce qui fait du bien, c'est d'avoir des remplaçants qui marquent et qui changent le scénario du match, alors qu'avant, on avait vraiment un gap entre les titulaires et ceux qui rentraient. Et même Akliouche, qui a été très timide sur son premier rassemblement, bien mieux au mois d'octobre, et là aussi il rentre et il apporte quelque chose. Mais Ekitike, franchement charmé par Ekitike, qui en plus lui, oui, il libère aussi un petit peu Mbappé de ce rôle de pointe, et on voit sur le dernier but avec comment il combine avec. Il peut faire du bien aussi à Mbappé, Ekitike. Alors il démarrera pas parce que tu vas pas démarrer avec Ekitike, Mbappé, Olysée, Barcola, Dembélé, c'est pas possible, mais
En sortie de banc, bon, c'était face à l'Ukraine, ça sera différent à la Coupe du Monde, mais il a vraiment marqué des points. Si en plus il arrive à gagner du temps de jeu, on aura quand même l'attaquant de Liverpool sur le banc de touche, quoi. Enfin, ça, Ouais. voilà, ça dit quelque chose de la profondeur de cet effectif-là. Bon, on en parlera dans le troisième sujet, mais ouais, ça aussi c'est intéressant. Effectivement, Akliouche et Kitike, dans une moindre mesure, mais quand même, Mateta et Thauvin qui ont répondu présent sur le rassemblement précédent. Franchement, il y a une densité, une profondeur qui est hyper intéressante. Bah, je te propose de parler quand même de l'homme dont on attendait beaucoup. C'était presque un des enjeux de ce match. Alors, il aura sans doute une autre chance face à l'Azerbaïdjan dimanche, tout comme Ekitike, peut-être Akliouche aussi. Mais je te propose de parler du match de Ryan Cherki, positionné en numéro 10 ou en tout cas en soutien de Kylian Mbappé dans l'axe. Vu du stade, qu'est-ce que tu as pensé tout simplement de sa performance et combien tu lui as mis dans tes notes sur Eurosport? Je mis 4 et je pense que c'est la note juste. J'ai parlé avec des confrères qui leur a mis 3. Ah oui. Ouais, c'est un match raté. C'est un match raté parce que, en fait, ce qui est terrible pour lui, c'est que tant qu'il est sur le terrain, ça se passe quand même très moyennement. Alors, il y a quand même cette passe pour Ekitike sur l'action du penalty. Donc, Pour voilà, Olysée, ouais. il est quand même. Ouais, j'ai dit quoi pour Mbappé, pardon, pour Olysée. Donc, Ouais. il est quand même impliqué sur l'action du penalty, mais c'est court, c'est très court. Et surtout, ce qui est terrible pour lui, c'est dès qu'il sort et qu'il laisse l'axe à Olysée, le match prend une toute autre dimension pour l'équipe de France. Et l'équipe de France devient une menace constante. Il y a beaucoup d'actions, il y a un jeu qui se fluidifie. Donc, lui, je l'ai trouvé, il a beaucoup combiné avec Olysée dans des petits. C'était très petit, c'était très Ouais. très petit, très concentré. Et il y avait trop de monde autour de lui. Il a multiplié les touches de balle, il a manqué de simplicité. Moi, je retiens une action en première période, sa talonnade pour Barcola dans la course, où il l'armait juste en une touche. Où c'est là où il peut être bon, Cherki. Mais il a un peu surjoué, il en a un peu trop fait. Et il s'est un peu trompé ce soir. Voilà, il s'est un peu trompé. Et il a laissé passer une grosse chance parce qu'il manquait Dembélé, on le rappelle. Donc, quand Dembélé n'est pas là, bah forcément, il y a une place à prendre. Cherki est un de ceux-ci. Alors, il y en a d'autres, mais Cherki est un de ceux-ci. Et ce soir, franchement, il n'a pas convaincu. Enfin, moi, il ne m'a pas convaincu, mais je pense qu'il n'a pas convaincu grand monde. Non, en plus, je suis complètement d'accord avec toi. Ils étaient dans le même registre, en fait, avec Mbappé et Olise à demander un peu le ballon dans les pieds. Il a beaucoup demandé le ballon, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais caché. Et c'est Ça propre passait tout le temps par à. lui. Voilà, c'est la façon dont Ryan Cherki conçoit le foot. Le problème, c'est qu'il a manqué d'appel en profondeur de la part des autres pour pouvoir vraiment être une rampe de lancement, pardon, et que finalement, il s'est contenté de petits jeux, de 1-2, de trucs un peu compliqués. Pour l'avoir beaucoup suivi du côté de l'OL, c'était vraiment le Cherki qu'on n'aime pas voir, ou celui qui se complique la vie. Là où parfois en une touche, il suffit juste d'accélérer le jeu. Donc il a été à la fois victime du manque de profondeur proposé par l'équipe de France sur cette première période et coupable d'être aussi celui qui proposait pas beaucoup autrement que dans les pieds, quoi. Et on n'a pas beaucoup vu de course vers l'avant ou de libérer les espaces pour les autres. On avait l'impression qu'il voulait absolument que ça passe par lui et qu'il soit le numéro 10 qui organise le jeu. Or, il y avait d'autres façons de mettre du dynamisme dans cette équipe. Ouais, et puis il lui a manqué, je pense, aussi un point d'appui devant. Après, ouais. Peut-être que le scénario aurait été différent s'il était rentré dans les 30 dernières minutes avec Ekitike, que les Ukrainiens étaient au bout du rouleau. Et voilà, je pense que le scénario du match ne l'a pas aidé, mais effectivement, il n'a pas réussi à trouver les décalages, à trouver les ouvertures. C'était plus digne avec Barcola sur la première période, qui se crée des espaces avec des bonnes ouvertures de Digne. Et Cherki s'est empêtré dans. Après, on va pas le condamner. S'il fait une saison Non, bien sûr que non. exceptionnelle à 25 passes décisives à City, voilà, on dit pas aujourd'hui qu'il démarrera pas la Coupe du Monde, etc. Mais c'est sûr qu'il a laissé passer. Surtout qu'il y avait une excitation sur ses premières sélections. Il avait vraiment montré des choses, mais c'est pareil. Il rentrait en fin de match, mais il avait vraiment montré des choses. Et puis de toute façon, Cherki, jusqu'à la fin de sa carrière, je pense qu'il y aura une excitation chaque fois qu'il sera sur le terrain. Donc on en attend de lui comme on n'en attend pas des autres, sans doute. Donc forcément, on va être plus sévère avec lui. Mais aujourd'hui, et puis je trouvais aussi que dans le duel, il était un peu léger aujourd'hui. Je l'ai trouvé que face à des Ukrainiens qui mettaient le pied, il a perdu beaucoup de ballons.
Donc, Ouais. finalement, ça s'est dilué au cours du match, quoi. Et il a laissé quand même passer une grosse occasion. Et ce match nous a prouvé qu'Olysée était plus impactant dans l'axe. Et ça, c'est un vrai coup dur pour lui, parce que pour le coup, Cherki, tu le vois pas sur un côté. Surtout qu'en équipe de France, tu as des Ouais, ailiers non. dont c'est le métier, qui sont très forts en club sur les ailes. Si au milieu, c'est pas lui qui fait la loi, c'est difficile, ça sera difficile de trouver une place dans le 11. Bah écoute Martin, je te propose de parler de ce 11 justement et de se projeter. C'est Ouais. ce qui nous excitait le plus au moment du sommaire, c'est de parler de la place, de favori ou non de cette équipe de France au Mondial 2026. Je te la pose de but en blanc Martin. Les Bleus sont-ils favoris? Non, mais. C'est-à-dire que pour moi, il y a quand même des favoris qui sont champions d'Europe, qui ont des joueurs exceptionnels et qui ont une autre expression collective que l'équipe de France. C'est évidemment l'Espagne qui, pour moi, aujourd'hui, il reste un peu devant. Alors, ils n'ont pas 6 km d'avance sur l'équipe de France, mais les Bleus, je les mets dans le peloton en dessous. Et je les mets en compagnie de l'Argentine, qui est les championne du monde, qui elle aussi a des acquis, qui a un vécu collectif. La France, les points forts de la France, c'est évidemment la densité, c'est les individualités. Enfin, je veux dire, je disais tout à l'heure, mais tu as le ballon d'or, tu as l'attaquant du Real Madrid. C'est sûr que si tu Sur le fais banc, tu as l'attaquant sur le papier, c'est poste par l'effectif poste, c'est incroyable. le plus incroyable qu'on puisse Ouais, avoir. Et la densité, ce sera plus dur de faire la liste quand on est Didier Deschamps que quand on est Scaloni ou le sélectionneur espagnol. ouais, même l'Espagne, alors tu as peut-être moins de densité, mais Yamal, Pedri, Non, mais Fabian je dis pas qu'il n'y Ruiz, a pas des gros noms. Je parle du fait c'est possible, Rodri. possiblement, on se passera de l'avant-centre titulaire à Liverpool dans la liste, que le meneur de Ouais, jeu de Manchester City est mais pas sûr de ouais, là où d'autres nations, ouais. bon, ils ont des places Mais ça, l'équipe de France, acquises ces gens. ça fait quelques années ça fait quelques années que ça dure, ça, hein, l'équipe de France, quand Mm. même, que ce qui ne garantit rien. En revanche, ce qui garantit quelque chose, c'est d'avoir Didier Deschamps. Ouais. C'est-à-dire que depuis quand même 8 ans, 9 ans, ça fera 10 ans en 2026. Depuis 10 ans, à une exception près, qui est la défaite face à la Suisse en huitième de finale, tu es tout le temps au rendez-vous du dernier carré ou de la finale où tu es champion du monde. Euh, Ça, c'est un vécu collectif et c'est un savoir-faire que d'autres équipes n'ont pas. Je pense notamment au Portugal de Roberto Martinez. L'Angleterre, c'est un peu mieux ces dernières années, mais c'est pareil, pour aller au bout, il y a un frein. L'Espagne, ils savent faire, mais voilà, c'est ce qui fait que pour moi, la France serait au-dessus aujourd'hui des équipes comme le Portugal, comme l'Angleterre, qui sont pas très loin non plus. En fait, il y a un groupe qui est constitué de l'Espagne, de la France, de l'Argentine, de l'Angleterre et du Portugal, si tu veux. Ces cinq-là, pour moi, ils sont peut-être un peu au-dessus des autres, mais je mets quand même l'Espagne, en dessous la France et l'Argentine, et en dessous le Portugal et l'Angleterre. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Il y a quelque chose qui me reste de l'Euro 2024. On avait beaucoup parlé du fait qu'offensivement, c'était quand même très, très compliqué et beaucoup trop léger. C'est Déjà, catastrophique. premièrement, on n'aura pas forcément le même Kylian Mbappé avec un nez cassé et Oui. une méforme. On n'aura pas des attaquants cramoisis comme pouvait l'être Griezmann ou un Giroud un petit peu en fin de course. Là, on aura, On a espère, on ne sait priori, pas, si mais la on espère, concurrence fait on rage. espère. Oui, on espère, mais ce que je veux dire, c'est que si la concurrence fait rage, c'est qu'on aura des mecs qui sont en pleine confiance et en pleine bourre et que, bon, miser à nouveau sur cette disette offensive me semble un petit peu risqué. Peut-être que je me trompe, mais c'est même pas mon argument numéro un, c'est que je sais que, même en ne sachant pas marquer, cette équipe, elle ne sait pas prendre de but. Et quand je vois la sérénité défensive, encore ce soir, alors c'est que l'Ukraine, ok, mais zéro Ouais. tir. Zéro tir. Il n'y a même pas une frappe désespérée de 30 mètres. C'est-à-dire que Maignan, il s'est mis dans les cages et puis il aurait pu ne pas être là, ça aurait été pareil. Donc, T'aurais moi, pu il y a jouer, quelque chose que j'ai Thierry, retiré. dans le but. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais ce que j'ai retiré de 2024, c'est de me dire, OK, et ça va avec Deschamps. Je sais qu'on va être compétitif parce qu'on va être une équipe qui va encaisser peu de buts, a priori. Si on garde les standards de Deschamps, je vous fais pas un dessin pour gagner une grande compète. Bon, même l'Espagne, qu'on a mis en chantre du beau football, ils gagnent une Coupe du Monde en marquant, je crois que c'est 7 buts en 6 matchs ou quelque chose comme ça. Donc, on gagne pas une Coupe du Monde en marquant 20 buts. Par contre, on gagne une Coupe du Monde en encaissant 2, 3 buts maximum, quoi. Ouais, t'as raison, t'as raison. En fait, c'est un savoir-faire, c'est un tout pour moi. Et Didier Deschamps, pour ça, c'est le maître absolu. Puis t'as quand même Ouais. le défense. Attends,
Si tu te poses 2 secondes, tu as le défenseur d'Arsenal, tu as le défenseur du Bayern et tu as le défenseur de Liverpool pour faire ta charnière. Ouais. Tu as Et le t'as un latéral Mike Maignan qui a prouvé du FC que. Barcelone. Ouais, Ouais, exactement. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que dans la nouvelle génération des Bleus, tu as perdu Lloris, tu as perdu Pogba pour le moment, et je pense quand même pour la Coupe du Monde, ça risque d'être compliqué, mais tu as perdu Varane, tu as perdu Griezmann, et tu as des mecs qui ont surgi et qui ont endossé le costume et qui font que la compétitivité, elle reste la même. Euh, c'est intéressant ce que disait Kylian Mbappé, et même Lucas Digne, parce que Mbappé le dit, il l'a toujours dit, on lui a posé la question, mais c'est avec quels objectifs pour la Coupe du Monde? Il dit, mais moi, je ne comprends pas cette question. C'est-à-dire, si je dis l'objectif minimum, c'est demi-finale, on joue les demi, on rentre chez nous. Non, moi, j'y vais pour gagner. Et même Lucas Digne l'a dit. J'ai connu des Coupes du Monde où des Bakary Sagna disaient bah, on espère aller au bout alors qu'ils étaient en huitième ou en quart de finale et ils se faisaient taper sur le doigt par Didier Deschamps. Là, il y a une ambition qui est assumée et on sait que cette équipe de France aujourd'hui, mais pour le monde entier, elle fait partie effectivement des grands favoris. Et je vois pas comment il peut en être autrement. Voilà. Après, effectivement, sur le papier, si tu prends juste le papier, juste les noms, tu as le Portugal, quand même, tu as l'Angleterre qui sont à notre hauteur, parce que quand tu vois le milieu du Portugal, qui est en fait le milieu du Paris Saint-Germain, grosso modo, donc le milieu qui a gagné la Ligue des Champions, voilà, faudra faire le décompte quand même au mois de mai, mais moi je pense que la saison que va faire Kylian Mbappé, elle va donner un élan à cette équipe de France, parce que je le vois faire une saison, bah, en tout cas il est parti sur des standards exceptionnels. Après, quelle sera la saison de Ousmane Dembélé? Est-ce qu'il digérera son ballon d'or? Il y a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus. Mais je pense que cette équipe de France, elle l'a montré ce soir encore. Voilà, c'est face à l'Ukraine, mais elle peut avoir un absent de marque devant. Alors peut-être pas ouais. Mbappé, mais un Dembélé et conserver une menace et conserver sa supériorité face aux autres. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sélections qui puissent se passer de un de ses meilleurs joueurs tout en gardant voilà, cette force collective. Et ça, c'est très très fort. Ça, c'est très 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 fort. Sur le banc, les Ekitike, les Konaté, enfin, c'est les Rabiot. Voilà, il n'y a pas de sélection qui a ça en magasin. Alors, on a le contre-exemple Kanté, mais ça a toujours été son ADN aussi. Mais quand on parle de l'Argentine, on parle d'un Lionel Messi qui évolue désormais en MLS. Quid de quand ça va être intensité maximale et que il va falloir retrouver des cannes, on ne sait pas trop dans quel état il est. Quand on parle du Portugal, on parle d'une équipe qui vient de se faire taper par l'Irlande avec un Cristiano Ronaldo qui a été exclu et qui s'obstine un petit peu. Enfin, en tout cas, Roberto Martinez n'arrive toujours pas à le mettre sur le banc. Donc il y a quand même d'autres problèmes dans d'autres nations que nous on Bien voit sûr. mal. Alors encore une fois, Ouais, cette mais campagne de qualification. après, il y a quand même un truc, c'est que tu vois, peut-être Messi, Ronaldo et même Kanté sont soumis à des cadences qui sont moins infernales. Donc, à voir Sans doute, aussi sans comment, doute. comment ils aborderont le mondial quand tu vois que tous les joueurs du PSG aujourd'hui tirent la langue, sont Ouais, ils sont pétés rôtis, ouais, c'est sûr. ou sont déjà ils sont déjà rôtis au mois de novembre. Ça va être un enjeu majeur de la Coupe du Monde. Et là C'est encore, sûr. l'équipe de France a prouvé qu'elle arrivait à requinquer, à remettre en jambe des joueurs sur 2 semaines, 3 semaines de préparation et à te faire d'une deux chevaux qui passe pas les 50 km/h une Formule 1 au moment du premier match. Ça, l'équipe de France a ce savoir-faire là aussi. Donc ça aussi, c'est intéressant pour les Bleus. Quelle équipe type pour toi, Martin? Alors, c'est très hypothétique parce qu'il y Ouais, a potentiellement des oui et blessés non. qui peuvent arriver, des joueurs qui vont prendre feu dans les 6 mois qui viennent et on se dira, c'est pas possible de les mettre sur le banc. Mais là, si tu devais partir à la Coupe du Monde demain, sur quel schéma tu pars et avec quel joueur? Moi ou Didier Deschamps? Parce que bon, les 5 de derrière, on les connaît, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, Maignan, Koundé, Saliba ou Upamecano, Digne. Voilà, pour moi, Digne, il a mis Théo Hernandez à la cape, c'est terminé. Si Konaté fait une fin de saison exceptionnelle, qu'il y en a un des deux, et notamment Saliba qui s'écroule un peu, peut y avoir une discussion, mais en tout cas pour moi c'est ça. Au milieu, c'est la vraie question, c'est le vrai chantier. Pour moi, Chouameni est quand même un incontournable pour son vécu en équipe ouais, de France, et puis Chouameni au top quand même c'est quelque chose. À côté de lui, effectivement, tu as Koné, tu as Kanté. Le Kanté de ce soir, pour moi, il est titulaire en Coupe du Monde, par exemple. Après, est-ce qu'il tiendra jusqu'au mois de juin comme ça? Il y a l'âge aussi de Kanté. Il ouais. n'y a pas il y a pas que la compétitivité de son championnat. Mais un Koné, il a prouvé aussi qu'il pouvait avoir les épaules pour une Coupe du Monde. Ouais, peut-être. Il y a Rabiot aussi. Et je pense que si Rabiot démarre milieu gauche à la place de Barcola, ça ne m'étonnera pas. Je pense que ça étonnera personne. Et devant,
il me semble assez clair qu'aujourd'hui au lycée, Mbappé sont incontournables. Après, Ouais. tout dépend où tu mets au lycée, si tu le mets dans l'axe ou si tu le mets à droite. Est-ce que tu peux mettre un Dembélé en soutien de Mbappé s'il se refait la cerise d'ici là? Mais ça me paraît compliqué de partir sans Dembélé au lycée et Mbappé devant. Et pourquoi pas un Rabiot à gauche, Bah, quoi. moi, mettre Dembélé dans l'axe, ça reviendrait presque à jeter toute la campagne d'Olysée à la poubelle, parce que on a vu qu'en fait, Ouais, là où il est mais le plus influent, c'est dans l'axe. Donc, Dembélé, ouais. euh, Ouais, mais Dembélé ne joue pas à droite en club au lycée. Il joue est très très bien au Bayern à oui, mais droite en Dembélé, il club. joue en pointe seul au Paris Saint-Germain, ce qu'il ne fera pas s'il vient en bleu. Et on a essayé l'association rapprochée Dembélé-Mbappé, on l'a essayé qu'une seule fois, mais ça n'a pas été non plus transcendantal. Donc, je sais pas. J'imagine Mais bien, moi, je vais te Didier dire un Deschamps truc, donner. Cyril. Hein. Je vais te dire un truc, Cyril, c'est que je pense que le grand chantier jusqu'à la Coupe du Monde, c'est justement la question qui concerne Ousmane Dembélé. Ouais. Où est-ce que tu le mets? À quel poste? Comment tu juges la complémentarité avec Olysée? C'était un truc qu'on s'était déjà posé ces derniers mois quand il brillait dans l'axe. Mais là, quand ça va devenir effectif, où est-ce que tu mets Dembélé à la Coupe du Monde? Parce que Dembélé aussi, et c'est quelque chose qu'il faut rappeler quand même, malgré tout, c'est qu'en équipe de France, Oui. son passif, il n'est pas bon. C'est un joueur qui n'a jamais été indispensable à l'équipe de France. Et ce qu'il fait ici au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain, de toute façon, il ne le fera pas avec l'équipe de France. C'est-à-dire que Deschamps ne le mettra pas dans l'axe parce qu'il a le meilleur avant-centre du monde, avec Haaland peut-être, mais en la personne de Kylian Mbappé. Donc, qu'est-ce que tu fais? Comment tu le juges? Le mec est ballon d'or, donc meilleur joueur de la saison dernière, meilleur joueur du monde. Tu peux pas non plus lui dire bah, tu retournes sur la droite, tu vas défendre parce que c'est plus son rôle à Dembélé. Donc, ça va être la grande question pour moi. Il y en a eu souvent des grandes questions comme ça, des Pogba, des Griezmann, Ouais. comment tu les intégrais avant une grande compétition. Je pense que Dembélé, ça va être la grande question d'ici la Coupe du Monde. Vraiment. Et je fais confiance à Deschamps qui a toujours trouvé la solution avec Griezmann, avec Pogba. Mais aujourd'hui, c'est la grande inconnue de ce 11-là, Dembélé. Eh ben, écoute, Martin, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être rappeler quelque chose d'important. 5 décembre, tirage au sort. Pour Ouais, savoir tout simplement dans quel groupe c'est les Bleus excitant vont ça. tomber. Les Bleus seront tête de série, donc voilà, déjà c'est un mondial à 48 équipes et en plus les Bleus sont tête de série, donc il n'y aura pas d'énormes chocs dès le premier tour. Mais on va suivre ça évidemment avec beaucoup d'attention. Donc on sait déjà qu'ils ne joueront ni le Canada, ni le Mexique, ni les États-Unis, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont parmi les autres têtes de série. Tout à fait. Normalement, a priori, c'est ça. Mais il faut qu'on potasse, Martin. Là, on sort juste, on vient de se On qualifier. potasse. C'est trop Maintenant, tôt. il faut J'ai qu'on l'impression que potasse tu n'as pas pour. préparé ton tirage au sort. Tu n'es pas dans ton Je suis pas tirage au encore sort, dedans. Cyril. Je suis pas encore dedans. Mais parce que tu sais à quoi je pense, Martin. Là, on vous Non. fait un peu les coulisses. Il est minuit 31. C'est l'heure du quiz Ouais. avec Quentin. Et donc, je suis déjà Waouh. passé à autre chose. Oh. Mais déjà, Cyril, les quiz à 14h, c'est pas pour Ouais, toi. ça va pas. Les Alors, quiz à minuit et demi, ouais, c'est terrible. eh ben, on accueille Quentin Guichard tout de suite. Salut messieurs. Salut, Quentin. Ça me fait bizarre de te retrouver Bonjour, là Quentin. dans ce studio tout seul. Ouais, c'est bizarre à distance, là. On va Ouais. voir. C'est un peu un crash test, là. Ouais, c'est plus un crash qu'un test, j'ai l'impression. Tout va bien Martin? Ouais, super. Écoute, alors moi, pour rien vous cacher, ouais, je vais donner un peu, mais j'ai un petit décalage de 1 ou 2 secondes. Donc en termes de réactivité, tu vois, ça va être moyen. Après, on peut donner 15 secondes d'avance à Cyril. Je sais que ça ne changera pas grand-chose. Je te rassure tout de suite Martin, c'est un jeu au cours duquel vous allez jouer l'un après l'autre. Donc pas de question de rapidité. Voilà. Tout va bien. Très bien, parfait. Mais en termes de concentration, Messieurs, on a juste assisté là, à... j'ai le périph' derrière moi, j'ai tous les taxis. Donc, je pars. C'est une course à handicap, mais c'est pas grave. Je le prends comme ça. Non, mais tranquille. Tu joues contre Cyril, hein, je te rappelle. Donc le handicap, il est ici dans le studio. Messieurs, on s'est régalé ce soir. On s'est régalé avec ce match France-Ukraine. Et on va remonter un petit peu dans le temps. Ouais. On va jouer avec les confrontations historiques. Et on va jouer surtout avec les joueurs qui ont marqué pour la France face à l'Ukraine dans l'histoire, toute compétition confondue. D'accord? On est d'accord avec ça? Alors, ça sera une séance de tir au quiz, donc vous allez jouer l'un après l'autre. Et pour déterminer qui démarre, je vais vous poser une question. Combien de buts la France a-t-elle marqué face à l'Ukraine dans son histoire? Alors, Cyril, je te laisse noter une réponse. Martin,
Attention, le plus proche démarrera le quiz. J'en ai aucune idée. 22. 22, Cyril 36. 36. Et la bonne réponse est 29 buts. Ah, 29 buts, donc... bon, on est tous les... donc disais pas de quoi quiz. Bah non, il est au-dessus, ça marche Donc, pas. pas de Non, quiz. au-dessus, ça marche pas. Non, Non, mais au-dessus, au-dessus, ça marche pas. Donc, Martin, Pourquoi si ça marche pas, c'est quoi ça? bah, c'est comme au juste prix. Bah, Si c'est tu le juste dépasses prix, ça. l'estimation. Attention, sachant que dans ce quiz, première nouveauté de la saison, il y a une super réponse. C'est-à-dire que si vous me donnez cette réponse, le quiz est terminé, c'est rideau, c'est cador, c'est voilà. On est d'accord? Ok. Ok. Ok, je vous sens chaud, je vous sens bouillant. Bah, c'est parti, on va aller jusqu'à 5 tentatives chacun pour commencer. Martin, je t'écoute. Bah, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, très bonne réponse. Auteur de 4 buts, c'est le meilleur buteur de la confrontation. 4 buts en 2020. C'était et la super 2025. réponse. C'était pas la super réponse, malheureusement. Sako. Mamadou Sakho, très bonne réponse. Auteur d'un doublé, on s'en souvient tous, en 2013. Eh ben, Ekitike. Hugo Ekitike, très bonne réponse. Auteur d'un but ce jeudi soir. Olysée. Michael Olise, tout pareil. Alors, 2 buts pour Michael Olise en 2025. Karim Benzema. Très bonne réponse, Karim Benzema, auteur d'un but en 2013, on s'en souvient également. Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena n'a jamais inscrit de but face à l'Ukraine. Attention, c'est pour te détacher, Martin. Il y allait au bluff, moi, là, avec Mathieu Valbuena. Alors, je m'en souviens d'un improbable, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Kolo Muani. Randal Kolo Muani n'a jamais marqué face à l'Ukraine, Martin. Attention, c'est pour recoller, Cyril. Bon, attends, moi, je vais le faire dans le classique. Olivier Giroud. Olivier Giroud a marqué 2 buts en 2020 face à l'Ukraine. Et non, ça fait 3 partout. Attention, dernière tentative de la série de 5, Martin. Antoine Griezmann. Oui, peux-tu me rappeler son nombre de buts face à l'Ukraine? Bien, bah, je me souviens du 21 juin. Non, je sais pas. Très bonne réponse. 2 buts pour Griezmann en 2020 et 2021. Cyril, attention, c'est une balle de match. dur, là. Ah ouais, là, celle-ci, elle est dure à trouver. J'ai envie d'en tenter un, mais c'est trop risqué. J'ai envie de tenter un Blaise Matuidi. Blaise Matuidi? C'est une défaite. Blaise Matuidi, bah, tu vas pouvoir rentrer chez toi tranquillement dormir, Cyril, puisqu'il n'a jamais marqué de but face à l'Ukraine. Bon, il y en avait beaucoup encore. J'ai le souvenir de Christophe Jallet, non? Son centre pourri, c'est pas contre l'Ukraine? Non, peut-être pas. Christophe Jallet. Non, jamais Christophe Jallet. C'est dommage. Alors, il y en avait 21 en tout, messieurs. Ah ouais, non, mais ouais. Il n'y avait que des attaquants? Non. Non, pas que des attaquants. Et il y avait surtout, on s'en souvient, en 2011, qui a marqué son seul doublé en bleu en 2011 face à l'Ukraine. En fin de match. Marvin Martin. Putain. Marvin Martin, et bien sûr. Alors, on avait du C'était la Zinedine super réponse. Zidane, du Tolisso, du Ribéry, du Anelka, du Cabaye, du Kamavinga, Gamero, Govou, Thierry Henry, Younes Kaboul, Ouais. Anthony Martial, bref. Ah ouais, Younes Kaboul, il va aller cher. Younes Kaboul, il va les cher. C'était pas la super réponse. Il y avait Jérémy Ménez aussi. Alors la super réponse, celle qui vous aurait permis de remporter le quiz, eh ben, c'était Vitali Mykolenko qui avait marqué contre son camp en 2020. Voilà, ça aurait été la super réponse. Bravo Martin, et même à distance, hein, t'es imbattable. Et juste Cyril, Thierry Henry, Zinedine Zidane, ça te dit des trucs ou Pas trop, non. Non, je connais pas grand-chose. ouais, ça te dit Mais, quelque chose? mais tu vois, on est parti direct sur Kolo Muani, machin. Eh oui. Giroud, Griezmann, enfin, Ouais. bref. C'est le problème de ces quiz. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr, c'est le quiz le problème. Bien sûr. Le problème de ces quiz, c'est que t'es nul surtout, non? Ouais, je crois, c'est surtout ça, ouais. Bon, je crois qu'on va arrêter l'émission là-dessus. On va s'arrêter là. Ouais, je commence à avoir chaud et à avoir surtout un peu de honte sur moi. Oui, tu peux. Eh ben, merci beaucoup, Martin, c'est sûr en direct du Parc des Princes, dispositif éditorial ambitieux. C'est Hollywood.
Oui, tout à fait. Dispositif exceptionnel et encore une victoire pour Martin, effectivement, qui les enchaîne finalement. Julien Perra, Maxime Dupuis, Cyril Morin. Plus ou Un moins petit le point vainqueur à la route, fin. Martin, avant de partir. Ouais, alors selon Bison Futé, là, sur le périph', éviter la porte de Saint-Cloud, éviter la porte de Saint-Cloud et filer directement jusqu'à la porte de Clichy là. Hein, ok, mais Très bien. Bah, ça écoute, roule bien dans les deux sens. bonne route à toi, Martin. Merci beaucoup. Hein. Sois prudent sur la route. T'inquiète, je serai là. Merci à vous tous et puis vive la France. Salut tout le Vive monde. la France. Ciao.